Bien, bonjour. En introduction, c'est vrai que j'ai voulu que cette conférence se fasse avec 3 intervenants plutôt qu'avec un seul. D'abord parce que je pense que dans notre métier, il est très difficile à une personne de donner un aperçu complet d'un ouvrage. On fait des ouvrages qui sont compliqués où il y a plusieurs personnes qui interviennent avec chacune des fonctions. Je trouvais important que notre travail se reflète dans ce dialogue qu'on a avec le maître d'ouvrage, avec l'entreprise, avec l'architecte qui ne peut pas être là aujourd'hui. On pré-réceptionne l'ouvrage aujourd'hui même. Voilà, donc je voudrais laisser la place. Le premier interlocuteur sur un projet, c'est le maître d'ouvrage. Donc, Monsieur Foulon, à vous. Bonjour à tous. Donc, merci Robert effectivement de laisser la parole au maître d'ouvrage pour la présentation de cette opération. L'architecte n'a pas pu être présent, donc je vais à un moment mettre ma casquette d'architecte, même si je suis ingénieur de formation, donc je vais faire ce que je peux. Donc le projet Shake, c'est un projet qui s'inscrit dans une zone à Lille qui s'appelle Euralille. Je vais faire 20 secondes d'histoire. À Lille, on a eu un maire qui s'appelait Pierre Mauroy, qui a eu la bonne idée au moment où germait l'idée du TGV entre Paris et Londres, de faire en sorte que le TGV s'arrête à Lille. Il s'est battu pour ça, il a réussi à le faire. Et ça a amené à Lille la création d'une grande zone tertiaire qui s'appelle la zone Euralille, qui est en développement depuis le début des années 90. Donc il y a une société publique locale d'aménagement qui s'appelle la SPL Euralille, qui est en charge de l'aménagement de toute la zone et qui est en charge de valoriser les fonciers publics qu'ils ont à travers des concours, des appels d'offres à des équipes promoteurs architectes auxquels on a répondu pour le projet Shake. Je peux passer avec ça. Alors là, je vais vite fait passer sur les intervenants du projet. Donc, sur ce concours-là, on avait répondu avec un investisseur qui est la Caisse d'épargne Hauts-de-France, un investisseur institutionnel. Nous, on est Nacara. Nacara, on appartient au groupe Tisserand, donc on est un promoteur immobilier. Et on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui était constituée du cabinet d'architecte Philippe Chiambaretta, PCA Stream, avec quelques bureaux d'études pour l'accompagner, un Gérop, Kefren, VSA pour la partie façade, Green Affair pour la partie environnementale, Barbanel pour les fluides, l'acoustique avec Havel, CSD Face pour toute la partie sécurité incendie, 8-18 pour l'éclairage et architecture et paysage pour tout le volet paysager. Vite fait pour vous donner une idée de la temporalité sur le développement du projet. C'est un projet qui au final dans son développement technique a été assez vite puisque le concours auquel on avait répondu on l'a gagné en février 2017. On s'est vu attribuer le gain à ce moment-là. Tout de suite on s'est mis dans le développement du dossier technique avec tous les bureaux d'études et l'architecte et ça nous a permis de déposer une demande de permis de construire en mars 2018. On l'a obtenu en fin d'année 2018, ce qui nous a permis de lancer le chantier très vite, puisqu'en janvier 2019, on l'a lancé. En termes de livraison, c'est là que ça va se passer maintenant, puisqu'on va le livrer. Il faut savoir que le chantier il a été, comme beaucoup de chantiers, perturbé par le Covid, et surtout on s'est vu commander par l'investisseur un bon volet très haut supplémentaire sur les aménagements intérieurs du siège, puisque la caisse d'épargne va en prendre une partie. Donc ça a aussi accru le délai des travaux. Alors Shake, avant d'être un geste architectural, c'est avant tout une philosophie, je dirais. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on veut toujours tout de suite. C'est une marque de fabrique des temps qu'on vit. L'idée qu'on a dans le projet Shake, c'est de juxtaposer au tertiaire une offre servicielle qui est conséquente, qui permet à tout le monde de trouver sur son lieu de travail ce qui fait sa journée classique. C'est-à-dire que quand on arrive dans un immeuble, quand on commence sa journée, ce qu'on commence par faire, si on en a, c'est aller déposer les enfants à la crèche, aller prendre un café. À midi, on a envie d'aller faire un peu de sport au fitness. Parfois, on a envie d'aller discuter avec les collègues, donc on va prendre un pot dans un restaurant le soir. L'idée de Shake, c'est de mixer toutes ces composantes et de les intégrer dans un seul et même immeuble. D'où le nom du projet, Shake, qui est une contraction de share, le partage, et work, le travail, puisque l'idée finale, c'est de faire partager les gens, de faire échanger les gens. Ça se traduit par 3 tendances fortes. On a tendance à décloisonner vie privée, vie professionnelle. Une deuxième tendance, c'est le passage d'une logique de propriété à une logique d'usage. Les investisseurs ils réfléchissent de plus en plus quand ils nous achètent des biens à l'usage qu'ils vont pouvoir en faire. Et à ce que je disais, c'est-à-dire la juxtaposition de services avec le tertiaire, ce qui permet de favoriser les rencontres et les échanges.
Alors Robert, il me demandait, quand un investisseur il vous approche sur un tel projet, qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas pu échapper à la rentabilité financière. Vous savez qu'un investisseur, il est là pour gagner de l'argent. Comme le disait M. Keller auparavant, la durabilité, elle est une notion forte. La rentabilité, elle doit s'inscrire dans la durée, ce qui fait que le bien doit inévitablement être durable. L'investisseur, il veut de la flexibilité, ce qui peut se traduire à travers, comme Shake, c'est un ERP global, ce qui permet d'accueillir tout type de cellules. C'est tramer l'immeuble pour qu'il puisse être flexible. Elle manque d'espace de bureau. Les investisseurs, ils aiment bien, c'est comme les militaires, ils aiment bien les médailles, ils aiment bien aligner ça parce que dans leur portefeuille d'actifs, il faut que les médailles apparaissent. Donc forcément, c'est du BREEAM, c'est du LEED, des choses comme ça. Il y a une grosse recherche sur le confort d'usage, lumière naturelle, ventilation naturelle, la distribution captue pour pouvoir faire chaud, froid, le confort indépendamment de son voisin. Ces données-là, elles impactent fortement les façades, donc forcément, ça a des conséquences par rapport à la thématique de la conférence. Et forcément des espaces désirables et notamment des extérieurs. Avant, ce n'était pas forcément systématique. Aujourd'hui, les extérieurs deviennent systématiques sur les immeubles de bureaux. Plus qu'un long discours, mieux vaut un bon film. Je vous passe le film qui présente l'opération. Voilà, donc c'est un film qui met vraiment en valeur la mixité programmatique du projet. Sur l'île, c'est rare de trouver des immeubles comme ça. Sur Paris, il y en a probablement plus, mais c'est vraiment très riche. En tant que maître d'ouvrage, on a deux spécificités sur ce genre de projet. Le management de grands projets, qu'on retrouve quand même souvent sur des plus grandes métropoles. Deuxièmement, la maîtrise des usages. Il faut pouvoir fiabiliser la conception quand on a une programmation aussi poussée et fiabiliser le dimensionnement de chaque cellule. C'est ça la complexité. Vite fait, pour vous dire la manière dont la forme du bâtiment est arrivée, et c'est là que je prends la casquette de l'architecte. L'immeuble s'inscrit dans un site global où on a une différence d'identité forte entre un parc d'un côté
et un autre côté où on a des flux avec un périphérique, des voies ferrées et des voies moins importantes. Une vraie différence entre l'intensité de part et d'autre du projet. Donc ça, il a fallu s'y adapter. L'idée de Shake, c'est de créer un objet qui ramène des flux nouveaux, notamment piétonniers, et qui fait que la zone dans laquelle il s'inscrit va vraiment créer un lien, un passage entre un côté du périph' et l'autre côté du périph'. De ce fait-là, l'idée, comme on est en entrée de la zone Euralil, c'était de marquer avec une figure de proue l'entrée dans la zone Euralil à travers un bâtiment qui s'est lancé sur cette figure de proue, sur ce côté périph'. En revanche, à l'arrière, côté parc, l'idée c'était de s'adapter à la densité qui était moins forte, à l'intensité moins forte, en ayant une frontalité plus douce. Pour poursuivre, bien sûr, ensuite, il s'agit de se protéger un peu des bruits, parce qu'on a un axe trépassant. Donc l'architecte, il a souhaité développer sa partie la plus haute du bâtiment. On atteint plus de 56 mètres de ce côté-là. Et de l'autre côté, profiter d'une intensité un peu moins forte pour développer des terrasses et les mettre surtout côté soleil. Ensuite, il s'agissait d'assurer une continuité verte avec le parc qui se trouve à côté. Donc l'architecte a eu pour idée de laisser ouvert un grand parvis au pied du bâtiment et d'assurer cette montée sur le bâtiment et de laisser pénétrer la coulée verte sur le bâtiment. D'où la forme du bâtiment tel qu'il a été dessiné. Voilà, globalement, c'est une forme de bâtiment qui naît de toutes ces contraintes ou opportunités qu'on trouve sur le site. Ça donne ce bâtiment-là avec la proue qui est en entrée d'Euralil. La partie arrière, côté parc, qui est plus douce, plus aérée, et on retrouve la continuité verte entre le parc et le bâtiment. Et les fameuses terrasses, avec une particularité, c'est qu'il a fallu les épurer au maximum des engins techniques. On a l'habitude de retrouver beaucoup de techniques en haut. Là, on en a mis un maximum en bas pour pouvoir proposer des terrasses qui soient le plus végétalisées possible. Voilà un peu ce que ça donne en termes de plan de masse. Voilà. Merci à vous. Je passe la parole au technicien. Oui, technicien, peut-être. Ce bâtiment, en fait, pourquoi le programme est important, c'est que la réponse de la façade qui est arrivée dès le concours, le projet n'a pas changé depuis le concours jusqu'à la fin, c'est de venir avec des brise-soleil verticaux qui vont créer une façade homogène, même s'il y a des programmes différents à l'intérieur, si des parties de bâtiments vivent de manière différente, cette façade va créer quelque chose d'homogène. Autant il y a 10 ans ou 15 ans, on cherchait à marquer des programmes différents avec des façades différentes, autant sur ce bâtiment-là, on va chercher à créer une façade qui est un espèce de dénominateur commun pour toutes les activités qui sont à l'intérieur. Alors, le brise-soleil extérieur est une technique qu'on aime bien. On sent bien aussi qu'il y a une fonction de brise-soleil qui marche bien quand le soleil il est de biais, mais quand le soleil est de face, il ne marche pas. Donc il y a eu une première approche qui a été faite et qui a conduit, à l'époque au niveau du concours c'était Tribu, qui a dit voilà, il y a un risque de surchauffe, il y a un risque de déperdition thermique trop important. Bref, on est passé par toute une série d'exigences en termes de performance qui font que la réponse suivante, comment est-ce qu'on appuie le suivant? Okay. Alors, je passe là. On est arrivé à un système, donc l'extérieur est en bas, c'est des brise-soleil, on met des petits ouvrants entre les deux brise-soleil, c'est pour ça qu'il y en avait deux, avec un piège à son pour qu'avec le bruit on puisse quand même ouvrir la fenêtre. On avait un triple vitrage avec une lame d'air respirante. On était parti pour faire une façade haut de gamme en termes de performance. Quel est le problème? C'est qu'il faut faire des économies. Quand on fait un projet comme ça, c'est un projet qui marche peut-être pour un siège social, ça ne marche pas dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite d'avoir des clients qui peuvent investir autant, mais ce n'est pas raisonnable et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, on nous a demandé un UCW de 1.0 et un SGS, qui est le facteur solaire vitrage plus store de 0,15. Ben, ça coûte cher, mais évidemment le coût d'exploitation est très bon. Vous avez entendu aujourd'hui, il y a quand même des objectifs comme ça. On s'est dit, mais quand même, et si le UCW était un peu moins bon? Si le UCW était de 1,4 et si le SGS il était à 0,20? Rebelote, on fait tout le calcul, les STD sont vraiment utiles pour ça.
eh ben, on s'est rendu compte que l'investissement était réduit et en termes de coût d'exploitation, c'était quasiment pareil. En fait, à force de trop isoler en hiver et à se protéger du soleil en été, finalement, on passe à côté de l'optimum de bilan énergétique quand il passe au travers d'un vitrage. Donc, 1,4 c'est bien, et si on essaye 1,6? Donc aujourd'hui, on est passé à 1,6, on est toujours très bon par rapport à tous les chiffres, mais on est avec un coût d'investissement beaucoup plus bas. On est non pas avec un triple vitrage, mais on est avec un double. Alors où est-ce qu'on ça se voit? Bon, ça se voit ici. On est avec un double vitrage, on a des profilés aluminium à rupture de pont thermique. Finalement, on s'est rendu compte que dans ce programme-là, une façade qui était conçue avec des moyens finalement assez simples et assez optimisés pouvait tout à fait faire l'affaire. Et c'est là où je pense qu'un bureau d'études a aussi son rôle à jouer, c'est de challenger un petit peu les informations que nous donnent les bureaux d'études thermiques, pour ne citer qu'eux, pour essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui est vraiment utile. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, c'est une petite histoire courte. Quand on a des brise-soleil extérieurs, on met des pare closes à l'intérieur. Bon, c'est peut-être quelque chose que pour les spécialistes. Si vous avez une fenêtre classique dans un mur maçonné, vous avez des persiennes à l'extérieur, vous avez une fenêtre qui s'ouvre en principe vers l'intérieur, vous avez des pare closes intérieures. C'est le cas typique de la fenêtre. Et quand vous avez un mur rideau, Schuco, pour ne citer que eux aujourd'hui, vous avez un capot serreur extérieur et 99,9% des murs rideaux ont un vitrage qui est posé par l'extérieur parce que les murs rideaux se posent par l'extérieur. Quand vous avez une façade dont les verres se posent par l'extérieur et que vous avez des brise-soleil à l'extérieur, finalement, vous n'arrivez plus à changer votre vitrage, vous n'arrivez plus à bien le nettoyer. Et on se rend compte que le système du capot serreur extérieur est fondamentalement incompatible avec l'idée de rajouter des brise-soleil extérieurs. Évidemment, Schuco a des réponses à ça, mais c'est des réponses qui, me semble-t-il, sont un tout petit peu borderline. Quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de faire un profilé en T avec des pare closes ici, et là, vous avez le brise-soleil qui se fixe à l'extérieur. Donc la pare close intérieure, finalement, ça marche très bien. Ça, c'est une façade qu'on a faite dans les années 90. À l'époque, en France, ça ne se faisait pas, mais en Italie, tous les gamistes avaient des profilés comme ça marchait tout à fait bien. Donc il y a des histoires culturelles qui sont à relever. Une fois qu'on est là, et on a vu différentes conférences aujourd'hui, pourquoi les façades ont toujours des profilés un peu compliqués? C'est parce qu'il y a des petites histoires, des contraintes qui font que il faut faire ceci ou cela, et il y a des opportunités, on peut faire ceci ou cela. Quand vous avez un brise-soleil et quelque part un espace qui est ici entre les deux, on peut essayer de transformer cet élément-là en structure. Et donc la structure du mur rideau, au lieu d'être à l'intérieur, vous allez la passer à l'extérieur. Il y a Tom Gray qui a parlé de ça aussi à un moment dans sa présentation ce matin. Quand vous avez un brise-soleil qui peut faire fonction à la fois de brise-soleil et de structure, vous arrivez à un schéma comme ça. Ça, c'est un mur rideau qu'on a réalisé aussi à Lille pour un immeuble de bureau. C'est le même que celui-là, sauf qu'il est retourné. On a un capot serreur intérieur, on a le brise-soleil extérieur. Ça, c'est un exemple à Nancy. Et aujourd'hui, le détail qu'on vous montre, c'est un mur rideau, c'est une façade bloc, avec des pare closes intérieures, parce que vous avez les épines à l'extérieur. C'est tout simplement la bonne logique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend pourquoi les choses sont organisées de telle manière, on développe une façade avec des pare closes intérieures. Voilà, ça c'est un exemple de façade. Ça c'est la façade que je vous montrais à Lille. Côté intérieur, c'est tout lisse. Vous avez juste le capot serreur. Ça c'est un autre exemple de brise-soleil, mais c'est toujours la même chose. Ça c'est un projet en Chine. Les brises-soleil font 1,20 m de profondeur. Grand, petit, c'est la même histoire. Brise-soleil extérieur, pare close intérieur. Quand on a fait l'appel d'offres, nous, en tant que bureau d'études, on est connu en fait pour
pour faire une analyse un peu du système. On vérifie les performances, on vérifie les dimensions, mais on n'impose pas de manière très stricte la technique. Et l'appel d'offres ici a montré la pertinence de la démarche. Ça, c'est notre mur rideau, c'est la coupe horizontale, l'intérieur est ici, les brise-soleil sont à l'extérieur. Nous, notre projet, c'était des éléments préfabriqués avec deux brise-soleil verticaux. Mais lors de l'appel d'offres, une entreprise a répondu comme ça, PMN, ils vont vous parler de ça, mais une entreprise qui était un peu plus éloignée, elle a dit, ben, pour moi c'est beaucoup plus intéressant de découper ce module de deux manières différentes, enfin de cette manière-là, en deux modules, et une entreprise qui était encore plus éloignée, elle a dit, ben, je fais une façade toute lisse, et je viens rajouter les brise-soleil. Alors évidemment, toute la logique de la structure qui est dans le brise-soleil marche moins bien, et finalement ça fait une façade qui a été plus chère, l'offre n'a pas été retenue. Ça montre que aujourd'hui, quand on lance des consultations, le choix technique du procédé ne relève pas uniquement du souhait du bureau d'études. On définit une direction, elle est faisable, on vérifie toutes les performances, mais il y a toujours une latitude pour une entreprise d'y répondre, et en fonction de l'éloignement, voilà, ça c'est un bon exemple où chaque entreprise, en essayant de faire au mieux, vient avec une réponse technique différente. Et je laisse la parole à l'entreprise justement qui a été choisie. Bonjour. Alors j'ai juste démarré par une présentation de l'entreprise PMN pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc PMN, on est façadier, concepteur, fabricant et poseur de menuiserie aluminium. On fait partie d'un groupe qui est Roger Delattre, qui est composé de 8 entreprises. Donc 3 entreprises spécialisées en aluminium qui sont PMN, Roger Delattre et STM. 2 entreprises de charpente métallique qui sont R&D des Moineaux. 2 entreprises de serrurerie métallerie qui sont Eurescal et CMBI. Et une entreprise de fermeture industrielle qui est SBPF. Donc PMN intervient dans tout le Grand Nord de Paris avec une activité 50% dans les Hauts-de-France et 50% dans la région parisienne. Ah, pardon. Donc PMN, c'est entre 20 et 25 millions de chiffres d'affaires. On a notre propre bureau d'études, notre atelier de fabrication interne chez nous à l'Équin et nos équipes de pose. On a les qualifications 37-23, donc technicité supérieure pour les façades rideaux, 35-22, technicité confirmée pour les menuiseries extérieures. Donc ici, un slide avec des photos de quelques références avec nos partenaires, donc VSA, Nakara et Schuko. Donc VSA, Nakara avec lesquels on fait pas mal de chantiers. Et Schuko, c'est plus techniquement, donc on a notre bureau d'études interne chez nous qui est en relation assez régulière avec les études techniques de chez Schuko. Donc présentation technique du chèque. Donc 3 typologies. Alors il n'y en a que 2, mais bon, je vais vous expliquer la 3e. Donc typologie 1, donc c'est la majorité des façades, hein, 12 500 m² de façade, 2500 blocs. Donc c'est la façade cadre qui est sur une base de châssis AWS 75 de chez Schuko, avec des performances thermiques de 1,6 watts par mètre carré Kelvin et 32 à 38 dB. La typologie 2 et 3, c'est beaucoup plus simple. Donc ça concerne les socles et les terrasses, où là on est en façade capot gris, capot serreur, en FW50 de chez Schuko, avec un UW, pareil, même performance thermique que typologie 1. Bon, en fait, au niveau des études, donc tout a été fait en 3 dimensions, du fait de la géométrie particulière du bâtiment. Bon, c'est un peu les mêmes photos, les mêmes images de synthèse que ce qu'a présenté Nakara. Donc je vais passer. Ah bah non, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc là on est sur la place du village. Donc tout a été dessiné en 3 dimensions avec les différentes typologies de façades. Donc tout ça pour la complexité, hein, je vous disais, de la géométrie.
et toutes les interfaces qu'il y avait entre les verrières, les blocs et les murs rideaux. Avec ici, donc en partie basse, on appelait ça la jupe, donc la façade qui est écartée par rapport au rez-de-chaussée. Donc on va faire un focus uniquement sur la typologie 1, qui est la majorité du chantier. Donc cette typologie 1, donc deux types de blocs, une alternance d'ouvrants toute hauteur et de blocs fixes. Donc au niveau des remplissages, donc, nous sommes partis avec Saint-Gobain, avec des performances, transmission lumineuse 60%, facteur solaire 28%, des impostes au pactolé et des brise-soleil, donc 2 brise-soleil par bloc. Donc les contraintes du chantier, donc, elles étaient surtout par rapport au brise-soleil. Du fait du débord de 300 mm du brise-soleil et de la hauteur du bâtiment, on ne pouvait pas fixer les brise-soleil sur les menuiseries directement. Il y aurait eu un effet de torsion dans les profils. De ce fait-là, on est venu créer en partie basse et en partie haute 2 appuis pour pouvoir reprendre l'inertie sur les brise-soleil. Et ces crochets donc, venaient directement se placer sur la dalle. Donc ça, c'est la première contrainte. La seconde, c'était la maintenance sur les brise-soleil. Donc pour répondre à ça, on a choisi la solution, donc, en accord avec les équipes Choucault, de fixer donc, les brise-soleil depuis l'intérieur. Et de ce fait-là, pour remplacer un brise-soleil, il suffisait uniquement de démonter soit l'ouvrant, soit la partie fixe, et on avait accès à la fixation. Troisième contrainte, le transport. Étant donné donc l'encombrement des blocs, nous avons dû concevoir des racks spécifiques pour pouvoir conditionner les stocks à l'horizontale. Donc là, juste deux notes de calcul thermique et statique. Donc en fait, juste pour dire que sur la statique, les brise-soleil participent à l'inertie des blocs. Et la thermique, donc du fait des gros profilés, on avait un UF aux alentours de 3,5. Mais on a réussi quand même à atteindre 1,6 par rapport au remplissage des vitrages et des panneaux de remplissage. Donc avant le lancement en fabrication, donc 3 étapes. La première étape, le lancement d'un prototype d'aspect afin de définir les teintes anodisées or. Et les deux autres étapes, donc essai AEV et essai de cycle, qui ont été effectués chez Choucault dans leur laboratoire, étant donné la dimension hors abac des ouvrants. Donc atelier de fabrication, donc juste une photo de notre usine pour dire que les 2500 blocs ont été fabriqués chez nous. Donc l'avantage, c'est la proximité de l'Équin au chantier Lille. On pouvait faire de la livraison à la demande. Étape de fabrication. Première étape, donc à la réception des profilés et anodisés, on avait un contrôle des tolérances d'anodisation. Ensuite, donc, des billets usinage des profils de blocs. Pour l'assemblage des blocs, donc on a dû créer des tables tournantes. Pour quelle raison? Parce que la fabrication se faisait en 3 étapes. La première étape, le cadre bloc était mis à plat sur la table. Ensuite, on avait un premier retournement pour la fixation des brise-soleil et un second retournement pour la pose des remplissages et des ouvrants. Donc la logistique, comme on l'a dit tout à l'heure, 4 blocs par rack, 12 blocs par camion, avec une rotation à 2 rotations par jour sur le chantier. La pose. Donc initialement, la pose était prévue depuis l'intérieur du bâtiment, par rapport à la hauteur du bâtiment, justement. Étant donné le nombre d'étaiements qu'il y avait pour le béton, on ne pouvait pas travailler de l'intérieur.
de ce fait, donc tout a été posé de l'extérieur avec des grues, des grues sur remorque et au rez-de-chaussée avec des manuscopiques. Et donc ça, c'est la fin de pose de bloc. Voilà, je vous remercie. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Un grand merci pour ces présentations, mais c'est aussi pour vous montrer que derrière l'ingénierie qu'on peut mettre en place, derrière les normes, les exigences qu'on peut mettre dans les textes réglementaires, il y a aussi des entreprises qui doivent le construire. C'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Pour nous, c'est très facile de digérer une nouvelle norme thermique, de digérer des questions de bilan carbone. C'est souvent des changements de technologie qui, pour une entreprise, sont beaucoup plus compliqués à digérer et à faire, à mettre leur équipe aux normes par rapport à ça. C'est-à-dire que les objectifs qu'on a aujourd'hui, auxquels on doit faire face, c'est des objectifs de conception, on est bien d'accord, de programmation. Je pense que la programmation est l'élément essentiel. C'est la conception technique que nous, on peut mettre au point en tant que bureau d'études, mais c'est également les entreprises et les fournisseurs qui doivent être capables de faire ce qu'on imagine. Et ce pas-là n'est pas un pas qui est si facile que ça. Et si nous, on est très low-tech par définition, je pense qu'on y est sensible, on essaye d'intégrer ça. Et quand tout à l'heure, Arcora posait la question, qu'est-ce que dans 10 ans ils vont faire, évidemment, ils seront bureau d'études et je pense nous aussi, mais je pense que ce qui va manquer, c'est le temps. On se rend compte que plus on complexifie les choses, plus les temps d'études vont être longs, plus le temps d'optimisation va être long, parce que comme vous l'avez vu, ce n'est pas juste un calcul qui donne un résultat. Donc c'est un travail itératif et chaque fois qu'il y a une nouvelle contrainte, c'est des nouvelles itérations qui vont rallonger les temps. Donc je pense que dans les années qui vont venir, il va y avoir un chamboulement un peu et une redistribution des rôles. Je pense qu'il y aura des raccourcis. Il n'y aura pas juste un programmateur au départ, ensuite un architecte, ensuite un bureau d'études, ensuite une entreprise qui va construire. Je pense qu'il y aura des choses plus raccourcies. Peut-être qu'il y aura des maîtres d'ouvrage qui vont intégrer les équipes d'architectes, par exemple, ça se fait en Chine. Peut-être qu'il y aura des groupements concepteurs, constructeurs avec les entreprises pour préparer des réponses en amont et pour être plus efficaces pour répondre aux demandes. Mais je pense que le vrai enjeu auquel on doit réfléchir n'est pas qu'un enjeu technique, c'est également un enjeu social et comment on organise le travail et les compétences à l'avenir. Voilà, merci de votre écoute.